Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler de multiples actualités nous provenant de la Russie, de la Chine, de la Corée du Sud et même des Émirats Arabes Unis. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas toutes les informations de la semaine, car cette vidéo a été tournée en ce dimanche 31, vu que je pars en vacances. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour débuter la vidéo, nous allons nous tourner vers la station spatiale chinoise. Tout d'abord, la CMSA a indiqué dans un communiqué que les membres de l'équipage de Chenzhou 14 dormiront dans le module Wentian lorsqu'il sera 100% opérationnel, où on retrouve un environnement sonore de 50 décibels qui les accompagnera dans leur sommeil. De plus, au cœur de ce nouveau module laboratoire, les astronautes chinois mèneront des expériences sur une variété de riz. Alors cette variété de riz naine se nomme Xiaowei, et elle a été cultivée par l'Académie chinoise des sciences agricoles, et ainsi l'objectif sera d'étudier si la production de riz en 0G est intéressante et possible pour de grands volumes. Du côté du vaisseau cargo Chenzhou 3, le groupe national CASC nous a informé qu'après la séparation avec Tianre, le vaisseau est resté à proximité de la station jusqu'à l'amarrage de Wentian. En effet, en cas de pépin, la procédure voulait que le vaisseau TZ3 revienne s'amarrer pour participer à la correction de l'orbite de la station. Ainsi, suite au succès de l'amarrage du module, le vaisseau s'est désorbité et il est rentré dans l'atmosphère le 27 juillet, au-dessus du sud de l'océan Pacifique. Du côté de la mission Wentian visant à lancer et à amarrer ce module à la station chinoise, l'étage central de la CZ5B, après avoir réussi sa mission, est entré dans l'atmosphère le 30 août à 18h55. Plusieurs personnes ont pu observer cette rentrée à Kuching, en Malaisie, et on sait que les débris sont tombés dans la mer du Sulu. Par ailleurs, le dernier module laboratoire de la station du nom de Mengtian a été chargé sur un navire pour son transfert sur l'île de Hainan en vue de son lancement prévu en octobre 2022. Ainsi, il y a deux options, soit l'étage central de la CZ5B de cette mission ne sera pas équipé pour effectuer une rentrée atmosphérique contrôlée, soit un système de désorbitation via voile solaire sera mis en place pour avoir une rentrée contrôlée. Néanmoins, vu que l'on parle du dernier lancement de la Longue Marche 5B avant un long moment, je pense que des correctifs pour la désorbitation arriveront vers 2024 si ce lanceur sera assigné au lancement du télescope spatial Tsuntian. En ce qui concerne les lancements de la CASC, une Longue Marche 2D a décollé depuis Xicheng en portant une paire de satellites de télédétection Yaogao 35 le 29 juillet 2022. Ce que nous savons également, c'est que l'adaptateur de charge utile serait équipé du fameux dispositif de désorbitation via voile solaire que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Pendant ce temps, tandis que SLS doit effectuer son premier vol prochainement, la CALT, soit l'Académie chinoise des technologies des lanceurs, une filiale de la CASC, nous a partagé une image plutôt intéressante. Ici sur cette photo, non, ce n'est pas du tout une boîte de conserve géante, mais c'est un petit prototype de réservoir du nouveau lanceur de nouvelle génération pour les vols habités de la Chine, nommé aussi CZ5DY, qui participera au programme lunaire chinois. Comme vous le voyez, on voit que ce prototype est au centre d'un simulateur qui lui exerce des forces similaires liées aux contraintes d'un vol. Selon les propos de la CALT, les essais sur la structure et les moteurs ont été un succès, donc le développement de cette fusée risque de s'accélérer. À propos de développement de fusée, l'Académie des sciences chinoises, avec son entité K-Space, a réussi le lancement inaugural de son lanceur léger à poudre Zhongke 1A ou ZK-1A, ou aussi nommé Leitian 1A en Chine. D'une longueur de 30 mètres, elle peut déployer en orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude une charge totale de 1,5 tonnes. Lors de cette première mission, le lanceur a déployé un total de 6 petits satellites d'expérimentation en orbite. Par ailleurs, K-Space nous a également montré ses ambitions futures avec ses prochaines fusées. Nous retrouvons deux lanceurs moyens, Zhongke 2 et Zhongke 3, puis nous avons 4 lanceurs réutilisables dont 2 fusées du même groupe avec la ZK-4A et sa version lourde ZK-4. Je vais y perdre mon dentier. De plus, le véhicule Zhongke 6 sera ce fameux lanceur réutilisable propulsant une capsule destinée au segment du tourisme spatial. Puis pour terminer, le lanceur entièrement réutilisable Zhongke 5 est une fusée qui embarquera sous sa coiffe des expériences scientifiques à réaliser en 0G ou en microgravité. Ainsi, cette fusée est très clairement une concurrente aux fusées Darwin de la startup chinoise RocketPie. Mais du côté de la startup Deep Blue Aerospace, l'entreprise a annoncé que suite aux essais concluants de son prototype Nebula M, leur lanceur Nebula 1, partiellement réutilisable, effectuera un vol d'essai de 10 km d'altitude lors de ce second semestre. Mais au large de la Chine continentale, l'institution ARC de Taïwan apporte des éléments de réponse autour du vol d'essai de sa fusée sonde HTTP-3A qui a eu lieu il y a 3 semaines environ. Lors de l'essai, son second étage n'a pas atteint l'altitude fixée, il est allé à 10 km d'altitude alors que l'objectif était de 12 km d'altitude, et aujourd'hui on connaît la raison bête de cet échec partiel. En effet, l'unité impériale le livre a été utilisée par erreur au lieu de l'unité kilogramme, ce qui fait que les calculs n'étaient pas bons dans l'équilibre du carburant embarqué. Alors ce type d'erreur on en a déjà vu dans l'histoire,
mais cela reste toujours surprenant dans notre ère moderne. Dans cette troisième partie, nous allons nous diriger vers les Émirats Arabes Unis. Premièrement, la sonde Hope des UAE a photographié le fameux canyon de Valles Marineris, et ce canyon de 4000 km de long, avec une largeur allant jusqu'à 600 km et d'une profondeur max de 7 km, est le plus grand canyon de Mars. En tout cas, cette photo est plutôt magnifique. En ce qui concerne l'ISS, Sultan Al-Neyadi sera le premier astronaute émirati à rejoindre l'ISS au printemps 2023. Sa mission de 6 mois sur l'ISS est soutenue par les États-Unis avec la NASA, et ce qu'il faut savoir, c'est que Sultan était ingénieur en sécurité réseau pour les armées de son pays. Mais du côté de la Russie, le sujet de l'ISS est encore instable. Après une réunion entre Vladimir Poutine et Yuri Borisov, Roscosmos va se retirer de l'ISS après 2024, tandis que le directeur de l'agence a déclaré « Roscosmos fournira les services spatiaux nécessaires à l'économie de la Russie et surtout, la priorité dans le domaine des vols habités sera la station spatiale russe Ross ». Ainsi, on comprend que la Russie va temporiser au maximum jusqu'à ce que la construction de Ross commence. Mais par contre, du côté des partenaires occidentaux, la NASA pense que la Russie quittera l'ISS plutôt tardivement. Ainsi, la station Ross est une priorité pour la Russie, et d'ailleurs Vladimir Solovyov, le concepteur général chez RSC Energia et le directeur de vol du segment russe de l'ISS, a apporté des éléments importants sur la construction de Ross. Pour résumer, il y aura 2 phases, une première de 2028 à 2030 où la Russie va envoyer 4 modules au total via le lanceur Angara 5M. Parmi cette liste, on retrouve le module NEM pouvant accueillir 2 cosmonautes, puis un nœud avec 6 ports d'amarrage qui sera lancé avec un SAS. Plus tard, un autre module habitable sera lancé et il fera notamment 2 places supplémentaires pour dormir, ce qui permettra à la station d'accueillir 4 cosmonautes à bord. Par la suite, lors de cette première phase, on va parler au total de 2 missions de 2 mois sur la station, ce qui reste très peu. Selon la déclaration, la Russie compte avoir une station spatiale autonome entre guillemets, et les missions habitées via Soyuz seront seulement là pour quelques expériences et opérations de maintenance par-ci par-là. A noter que les missions de ravitaillement seront assurées par le cargo Progress, mais néanmoins pour qu'une station de cette envergure soit rentable scientifiquement, il faudrait une certaine flotte de robots à bord pour effectuer des tâches précises et des expériences précises. En soi, en regardant de plus près ce détail, on s'aperçoit que le budget pour les vols habités à destination de Ross sera en réalité beaucoup trop serré pour exploiter au maximum cette station. Pour la deuxième phase de l'après 2030, 2 autres grands modules seront ajoutés à la structure, dont un module de station-service entre guillemets, qui va permettre de ravitailler des engins spatiaux ou encore d'en accueillir pour des opérations de maintenance. Dans un second temps, ils lanceront un grand module laboratoire qui permettra de mener vraiment une large liste d'expériences scientifiques diverses et variées. Par ailleurs, lors de la deuxième phase, on verra les premiers vols habités à destination de Ross via le vaisseau spatial de nouvelle génération Oriole qui remplacera le vaisseau Soyuz. Bien évidemment, ces plans risquent de changer d'ici les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater, à partager cette vidéo pour me soutenir, mais également de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.